Allez, aujourd'hui nous sommes au stade Louis Michel avec Uwe Krause. Donc Uwe, tout d'abord merci. Et j'imagine que bon, même si tu as plus joué au Bérou avec le FC7, hein, ça doit te laisser quand même des bons souvenirs ici puisque tu as fini ta carrière ici. Oui, oui. Au Bérou, je jouais une saison et après on a inauguré le stade contre Lyon. Je ne sais plus quelle année, en 87. 86. On a terminé 0-0. Et on a préféré les Bérou quand même à l'époque. C'était plus convivial, c'était avec le public, on était plus proche de le public, l'ambiance était beaucoup meilleure. Et on ne s'est jamais bien adapté à cette salle-là, parce qu'il manque des tribunes et il y a trop d'espace entre les tribunes. Et voilà. On ne s'est plus régalé sur le Bérou quand même. Alors vu qu'on parle du FC7, on va parler justement encore de ce club où tu as fini ta carrière en 1989. Exact. Quels sont je rappelle c'était un D2 à l'époque, hein. Oui, oui, oui. Donc quels sont tes meilleurs souvenirs en tant que joueur vert et blanc? C'est-à-dire des bons souvenirs. La première année où je suis arrivé, on avait quand même l'intention de monter en D1. Et malheureusement ça ne s'est jamais précisé parce que peut-être les ambitions étaient un peu trop optimistes et je sais pas, c'était pas. Il y avait d'autres équipes comme Montpellier, Lyon, et je m'appelle, ils sont montés en D1 en première année et il y avait des équipes qui étaient plus fortes que nous. Et des super bons souvenirs finalement, il ne reste pas beaucoup puisque j'ai jamais réalisé avec l'FC7 ce qu'on attendait de nous et de nous, on attendait aussi de cette équipe-là. Alors finalement, c'était plutôt 3 saisons demi-tentes et à moitié décevant, surtout la dernière année. Je me rappelle encore très bien, c'était le maire de Sète. Il a dit que si je serais réélu, on va continuer à donner subventions. Et finalement, le jour où il était réélu président, il a coupé tout le pont et on était obligé de déposer le bilan. Financièrement. Alors que vous étiez maintenu sur le terrain. Exactement. Et je comptais encore de continuer avec le FC7 1 ou 2 ans. Et à cause de ça, j'ai arrêté ma carrière ici parce que je n'avais pas envie de remonter quelque part dans le nord, dans la 2e division, 3e division. J'avais plus envie et j'avais presque 34 ans et je me disais ça y est, il faut s'arrêter. Et j'ai arrêté ma carrière ici à Sète. Alors ça c'était en 88-89. 89. Le maire de Sète c'était Yves Marchand. Et ensuite, tu as quand même fait une petite pige à la Pointe-Courte, l'autre club de Sète, il me semble. Ouais, je jouais un petit peu en senior. Je ne sais plus quelle division c'était à l'époque. Ouais, ça ne durait pas longtemps, mais une saison, je crois, ou même quelques mois seulement. Parce que c'est dur à dire, mais autant qu'ancien professionnel, l'adversaire, il était un peu plus dur contre moi. Parce qu'il voulait absolument gagner contre le FC Pointe-Courte. Et bon, j'ai vu que non, c'est pas mon truc, hein, c'était trop physique. J'avais plus envie, à cet âge-là, à 35 ans, éventuellement prendre le risque de me blesser. J'avais jamais une blessure grave en tant que professionnel. Et j'avais pas envie d'avoir des blessures à la fin. Et après, je continue quand même aussi. En vétéran, je continue ici au Pointe-Courte et à Ballaruc aussi. Là, j'ai gagné une fois du championnat de France, des héros de Montpellier, l'héros de vétérans. Et en coupe aussi, coupe de l'héros aussi, j'ai gagné une fois avec cette équipe-là. Et là, je me suis régalé parce que c'était vraiment une bonne ambiance. Pointe-Courte et à Ballaruc, j'ai joué 3 ans. Là, je me suis régalé à la fin encore et finalement, à la fin, j'ai encore rejoué avec les vétérans de FC7 et j'ai arrêté à l'âge de 55 ans complètement parce que quand on a 55 ans et après on joue contre les jeunes de 35 ans qui sortent des seniors, qui deviennent vétérans, j'ai vu aussi ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, ça va trop vite et c'était plus mon jeu. Tu jouais notamment avec Eric Isola. Exactement. J'en profite pour le remercier puisqu'il a permis l'entretien. Oui, et en 2e division, il avait fait quelques matchs aussi à l'époque. Et après, on se retrouvait en vétéran avec la FC7. Alors tu disais que tu voulais pas repartir loin et tout, mais tu as quand même eu une petite expérience d'entraîneur à Clermont. Exactement.
Comment ça s'est présenté? C'est un copain, Albaruste, que tout le monde C'est connaît gardé de aussi. Sochaux notamment. Et Montpellier aussi, championnat Champion olympique olympique. même. Et nous, on s'est très bien entendu à l'époque, on a quasiment le même vue de jeu, vue de football. Et il m'a demandé si si j'ai envie de l'accompagner. Et je dis oui. J'ai passé mes diplômes de premier et deuxième degré aussi en même temps. Et à Clermont-Ferrand, c'est dommage qu'on a loupé la montée en D1 déjà à l'époque d'un seul point. Malgré 3 journées de la fin, on avait encore 2-3 points d'avance. L'avant-dernier ou à 3 journées de la fin, on a fait un match bidon. On a mené 3-0 à l'extérieur, je ne sais plus où, peut-être à Châtellerault. Et on se fait remonter 3-3. Et c'est 2 points-là qui manquaient à la fin pour remonter en première division. Et on avait un superbe stade, on avait une superbe équipe. Je crois que même on était les meilleures attaques de 3 premières divisions à l'époque. On avait 3 attaquants superbes. Et surtout, c'était dommage pour la ville parce qu'on avait une moyenne de 6500 ou 7000 spectateurs en 3e division. À Clermont-Ferrand, ils attendaient que ça d'avoir une équipe pro. Clermont-Ferrand s'est réputé pour le rugby. Par contre, le foot, vraiment là, ils ont eu soif pour avoir une équipe en première division. Et là, cette année, c'est la première fois qu'ils sont arrivés à jouer en première division. Et c'était vraiment là, c'était un bon souvenir pour moi. Et après, ça s'est arrêté là parce que j'avais postulé plusieurs fois pour être entraîneur quelque part. Et ça ne s'est pas abouti. Bon, mais même ici au FC7, apparemment, on n'avait pas d'argent. J'ai demandé au président à l'époque de m'occuper des avant-centres, des attaquants en général. Pas que l'équipe première, seulement aussi avec tous les avant-centres ou attaquants dans le club. Et encore, je voulais faire de supervision pour les avant-centres ou des jeunes vraiment bons attaquants dans l'entourage de FC7, dans le 7. Mais on ne m'a pas accepté, on ne m'a pas trouvé de l'argent pour me faire un contrat, alors ça, c'est jamais fait. Donc tu t'es rangé définitivement du football à ce moment-là? Après, ouais. Après, j'ai vu autre chose. J'étais restaurateur à Cannes. Et quand je suis revenu ici à Sète, un copain, ami, il m'a donné l'occasion de travailler en boulangerie. Bon, moi, je dis que ça y est, le foot pour moi, c'est terminé. Et je passais il y a 2 ans et demi à la retraite. Et maintenant, je vais tourner la page carrément de la France pour une femme. Je me suis marié il n'y a pas longtemps. Elle est allemande. Elle vient de ma ville en Allemagne et je vais retourner là à la fin du mois. Et voilà, hein, il faut tourner la page au bout de 41 ans en France quand même. Et je vais commencer un autre livre. Un retour aux sources. Exactement. Il me semble aussi qu'à une époque, j'avais lu ça dans un vieux France Football. Tu n'avais pas monté un centre de thalassothérapie à Laval avec des coéquipiers lavallois? Pas Thalassa, c'était un bully. D'accord. Avec un karting, avec des cours de tennis. Et je suis remonté récemment avec ma femme pour montrer aussi Laval. Et il est toujours. J'ai vendu mes parts déjà. Mais il existe toujours? Il existe toujours. D'accord. Et franchement, il s'est amélioré encore. Ils ont progressé, ils ont fait d'autres pistes encore. C'est le seul bowling dans la Mayenne. Et ça marche très bien. Oui, c'est moi qui. Avec Patrick de la Montagne à l'époque, on s'est mis ensemble en tant qu'associés. Mais puisque j'étais ici sur Sète, Patrick de la Montagne était encore joueur à Marseille. Il n'était pas sur place. Alors, au bout de 10 ans, finalement, on a décidé de le revendre. Parce que quand, en tant qu'associé, tu n'es pas sur place, c'est difficile à observer, de vérifier comment ça se passe. Voilà. Mais je suis content parce que ça existe toujours et franchement, j'étais agréablement surpris. Si on reprend ta carrière au départ, donc comme tu l'as dit, bien sûr, tu es allemand, Ouais. et tu débutes à l'Eintracht Brunswick. Brunswick, Ça va, je l'ai bien dit à peu près? À peu près, ouais. Eintracht Braunschweig. Ouais, c'est mieux. Ouais. Donc tu débutes là-bas, et il me semble que tu côtoies pendant quelques semaines, quelques années, Paul Breitner, Une année, ouais. un des plus grands joueurs allemands de l'histoire. Il est venu de Real de Madrid. Il a terminé ses 3 années de carrière là-bas. Et il y a une autre histoire encore, hein, que c'est Eintracht Braunschweig qui était détenteur de la publicité sur le maillot.
c'est Jägermeister, c'est un liqueur très connu en Allemagne, comme le pastis Ricard ici en France. Et c'est lui qui a financé le coup à l'époque. Paul Breitner, il venait chez nous. Mais au bout d'un an, il est reparti au Bayern de Munich quand même. Parce que finalement, c'était pas sa vision de jeu avec Eintracht Braunschweig. On jouait un meilleur tableau, mais il voulait voir toujours plus, il voulait gagner des titres pour le Breitner. Mais c'était une expérience, je l'ai connue, oui. À l'époque, j'étais pas pro, amateur, mais je me suis entraîné quand même avec les pros tous les jours. C'est sûr que c'est bien d'avoir des joueurs qui sont quand même classe mondiale, d'avoir fréquenté. Et voilà quoi, c'était agréable de voir sa mentalité. Il y a d'autres joueurs chez nous, ils étaient un peu jaloux de lui. Alors voilà, ça collait jamais entre des anciens et lui. Et c'est pour ça que je pense qu'il est parti aussi, reparti au Bayern. Et donc pour reprendre le fil de l'interview, donc tu joues quand même en première division en Allemagne. Ouais. Mais à cette époque-là, je l'ai appris en révisant sur ton sujet, tu n'étais pas attaquant. Non, pas avant-centre, mais numéro 9,5. Alors, milieu terrain offensif. Ou dans les sélections, je jouais même libéraux. Alors voilà. Alors l'avantage maintenant que j'ai de ce côté-là, si l'équipe réserve de l'Eintracht Braunschweig, je jouais avant-centre quand même. Mais des fois, j'ai reculé aussi. Et l'avantage que tout ça, ça m'amène parce que je suis à la fin, je suis retourné au Libro aussi au FC7, à la fin de l'année, déjà au FC Sochaux aussi. Ça m'a pris une chose, autant que Libro, je pouvais me mettre à la place de l'attaquant, et autant qu'attaquant, je pouvais me mettre à la place de Libro. Anticiper dans exactement, les deux sens. Ça m'a vraiment aidé un peu de temps en temps, oui, c'est vrai. Mais voilà quoi, c'est le problème. L'avantage, c'est quand même, je ne veux pas dire que j'étais pas un grand joueur, mais j'étais polyvalent. Et je pouvais toujours jouer à n'importe quel poste, sauf côté ailier. Ça, la vitesse, c'était pas mon point fort. Mais voilà, non, je me suis régalé. Toutes les postes libéraux, ça n'existait plus aujourd'hui, libéraux bien sûr, mais avant-centre ou terrain offensif aussi, ça m'a aidé à voir comment l'avant-centre il bouge. Et moi, j'ai pris lui premier, moi deuxième poteau, ça m'a vraiment avancé. Alors en 1980, tu fais le grand saut et tu rejoins la France. Ouais. Alors, à l'époque, il n'y avait pas tant d'étrangers que ça en Ligue 1. Non. Et la filière allemande a joué à plein, Oui. puisqu'il y a eu Georges Tripp, il y a eu Erwin Kostada, Ouais. et toi, tu arrives après. Je l'ai remplacé, ouais. Est-ce vrai que c'est Monsieur Tripp qui a beaucoup contribué à te faire signer à la main? C'est lui qui m'a appelé un jour. Et je ne connaissais pas Georges Tripp, mais il m'a dit ça t'intéresse de venir en France. Et juste cette année-là, on est avec Eintracht Braunschweig, on est descendu en deuxième division. Alors mon contrat, j'aurais éventuellement renouvelé, mais ça m'a tenté de partir. Une nouvelle expérience et moi je ne parlais pas du tout français, je n'ai jamais appris à l'école. Bon, je me dis je vais tenter quand même. Mais en foot, on n'a pas besoin de parler une langue, le foot c'est international. On arrive toujours à se comprendre sur le terrain et bon, après avec l'anglais on arrive toujours aussi à se faire entendre. Mais avec Laval c'était vraiment une équipe, une club familiale, il y avait vraiment une ambiance super, il n'y avait pas de vedettes. Et première année c'était difficile, on s'est sauvé juste la dernière journée. Et les deux autres années, on a terminé cinquième place. Pour Laval, c'était exceptionnel. La dernière année, on s'est qualifié même pour la Coupe d'Europe. On a terminé devant Paris ou Monaco. Ah oui, Monaco, parce que de Laval, je suis parti à Monaco. Et avec Monaco, quand je suis arrivé, on ne jouait pas la Coupe d'Europe. Alors, c'était vraiment... il ne faut pas avoir des grands vedettes dans un niveau. Pourquoi être parti justement de Laval donc? Oui, Monaco, il m'a proposé quand même quelque chose de mieux, évidemment. Et surtout, avec Monaco, on risque de gagner quand même des titres. Avec Laval, ça aurait été impossible. Avec 5e place, 2 fois 5e en championnat, c'était quelque chose de superbe, on ne pouvait pas faire mieux. Avec Monaco, là, c'était vraiment une année bien, mais décevant à la fin. Moi, je m'appelle personnellement l'éternel Polydor dans le football. Polydor, c'est connu. Il était, je crois, 8 fois sur le podium. Tour de France. Et jamais gagné, il était toujours deuxième. Avec Monaco, c'était pareil.
Monaco, on a terminé deuxième au championnat. On a perdu le championnat à cause de goal average contre Bordeaux. Et la Coupe de France contre Metz. Pourtant, on a battu Bordeaux 2 fois. En Coupe de France, on a perdu contre Metz après prolongation. Pourtant, on était largement favori. Et ça veut dire que j'ai toujours terminé deuxième, comme d'ailleurs aussi le titre de meilleur buteur en Laval en 81. Delionis, il avait un but de plus que moi, j'étais aussi deuxième. Alors voilà quoi, pour moi, personnellement, je me suis appelé pour les d'or de football. Alors quand tu revois cette une de France Football, qui date de 1982, est-ce que tu en es, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu en éprouves une grande fierté, ou au contraire, tu es fier, mais tu es très nostalgique de ce temps-là? Oui, fier et nostalgique, bien sûr, parce qu'à Laval, je reste toujours le meilleur buteur aussi D1, et je pense que je laisse un bon souvenir. J'ai encore des amis, et récemment, j'ai rencontré un journaliste à Radio France Mayenne là-bas. On a bu un café ensemble. Et on a regardé des stades à l'intérieur sur la pelouse. Lui aussi, il était là à l'époque. Il était aussi nostalgique parce que ça n'arrivera plus dans les années, je ne sais pas, il faut attendre encore quelques années avant que Laval remonte en D1. Mais franchement, j'avais une équipe, il n'y avait pas les vedettes, mais j'en avais des ailiers comme Redon, Philippe Redon, Thordarson. Ils m'ont donné des ballons, j'en avais que mettre le pied et but. Et ça, c'est comme avant-centre, tu es super content d'avoir des joueurs comme ça à côté, qui ne sont pas joueurs loups, et vraiment, ils jouent pour l'équipe. Ils jouent pour le résultat, pour avoir des résultats avec l'équipe. À Monaco, c'était pas pareil. Avec Bellon et Bravo, j'étais un peu en l'air, parce qu'en 84, il y avait la moitié de l'équipe de France qui était à Monaco, qui était champion d'Europe après en 84, avec Ettori, Leroux, Giangini, Bellon, Amoros, Bellon, Bravo. Ils voulaient se mettre en évidence, ils voulaient briller seuls. Et j'étais jamais content, c'est pour ça que j'ai quitté aussi Monaco après un an. Ça ne marchait pas avec quelques joueurs, et je suis allé signer à Sochaux. Mais avec Laval, c'était mes 3 meilleures années autant que pro. Meilleur coach, j'ai deux. Il y avait en Allemagne justement à l'époque, c'était Branko Sebec, c'était un Yougoslave. Là, j'ai appris une chose, la discipline c'est quelque chose de primordial. Il était là et il se foutait complètement si tu as un no ou si tu n'as pas de no. Et il était franchement très apprécié. On a appris à travailler physiquement très 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 fort. C'était vraiment un entraîneur de rigueur à l'époque. Et après, bien sûr, le millénaire, parce qu'il était pas diplomate, il était pas philosophe non plus, je crois qu'il a eu le métier de prof. Alors, il sait parler aux gens. En plus, ce que jamais vu avant, que quand on a eu le sujet avant le match, on a discuté, il a donné des ordres, il faut faire ça et ça et ça, on joue comme ça et comme ça. Après, il a demandé, qu'est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, si je vois ça, les entraîneurs ils disent, c'est ça ou c'est rien. Mais avec Millénaire, il y avait un dialogue disponible, possible. Et j'ai jamais vu ça avant. Et c'est ça qui nous a donné notre force aussi. On avait confiance en lui. Lui, il a redonné cette confiance-là. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Ça m'a vraiment marqué à l'époque. Et j'ai jamais revu ça. Un mot sur Sylvester Takak. Oui. À Sochaux aussi, l'école yougoslave. Oui, pareil. Il a cette rigueur aussi de Branko Sebec. Il se connaissait aussi. Bon, en début, j'avais un petit problème avec lui parce que je suis venu de Monaco. Et il y avait un certain Stéphane Paille qui sortait, tout jeune, 18 ans. Et il était très fort physiquement et un jeu de la tête beaucoup supérieur que moi, je reconnaissais. Et il a fait confiance à Stéphane Paille en départ. Je suis toujours rentré. Ça c'est l'avantage aussi, je ne me suis jamais laissé aller. Ça, Sylvester Takak, il a reconnu aussi. Et après, il nous a fait jouer tous les deux et on était vachement complémentaires.
Stéphane Paille pour les ballons hauts et moi pour les ballons qui traînaient éventuellement dans la surface. Et on s'entendait bien, ça il a compris après, et il n'y avait plus de problème avec Sylvester Takak. À un moment ou à l'autre aussi, il a dit que, parce qu'il était adjoint au FC Cologne, et il se rappelait de moi en disant mais tu as joué libero aussi. Alors au moment où Stéphane Paille il était devant, il y avait un problème avec Jackie Bonnevet et d'autres défenseurs, il y avait moi que le libero. Il m'a fait confiance autant que libero et ça marchait très bien aussi. Est-ce que tu ne regrettes pas de ne pas avoir connu une seule fois la Mannschaft? Tout le monde rêve de jouer pour la Mannschaft, mais bon, il y avait une grosse concurrence à l'époque aussi, hein. C'était la meilleure équipe du monde. Oui, bien sûr, mais bon, il faut se reconnaître que je n'avais pas les moyens. J'ai joué 2 matchs pour l'Allemagne olympique, amateur alors. Il y avait Hansi Müller, Peter Briegel, les plus connus, ils ont arrivé à percer, en l'équipe 1 aussi. Mais bon, il faut être réaliste, c'était pas mon niveau. Pourtant, j'aurais bien aimé savoir une chose. Je suis arrivé ici en France, je me suis fait un nom en tant que buteur et j'aurais bien aimé savoir si ça aurait été le même cas en Allemagne aussi, si je serais resté en Allemagne. Et je suis persuadé. Dans une interview hier de Benjamin Pavard, je crois que c'était au Canal Football Club, il disait qu'il regrettait un petit peu d'être plus reconnu à sa juste valeur en Allemagne qu'en France. Est-ce que toi, voilà, justement, j'allais te poser la question, est-ce que toi, ça t'ennuie d'être reconnu comme un très 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 bon joueur des années 80 en France et d'être un petit peu plus méconnu en Allemagne? Et ça, c'est logique, je pense, parce que voilà, je suis parti de l'Allemagne, j'étais 2 ans pro avec 2 ans amateur olympique avant. Bon, c'est sûr que j'ai joué dans l'équipe de Eintracht Braunschweig qui jouait toujours le meilleur tableau. Voilà quoi, je veux dire, on me connaissait sans plus. J'avais marqué quelques buts aussi, mais pas comme en France. Et une chose, c'est sûr qu'à l'époque, ça n'existait ni Eurosport, ça n'existait ni Sky. Les réseaux sociaux. Je pense que si éventuellement à l'époque ça existait déjà, et on m'a vu éventuellement aussi dans toute l'Europe ou en Allemagne, peut-être j'aurais eu l'occasion de retourner en Allemagne. Mais ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, c'était encore autre chose. La France, c'était pas trop reconnu comme un grand championnat. J'ai entendu mon entraîneur qui m'a fait fuir, il a dit, parce que j'étais le 2e meilleur buteur, oui, c'est bien, mais bon, en Allemagne, ça joue à baballe, mais ça ne joue pas physiquement. Alors, c'est technique, mais bon, et c'est son jeu. Mais je crois, moi, en France, à l'époque, ça taclait aussi, déjà, comme ailleurs aussi. Et surtout, je suis assez fier d'une chose, et aujourd'hui, c'est nulle part, c'est possible. À l'époque, c'était vraiment, à part Platini, c'était vraiment, pour moi, c'était le championnat le plus équilibré à l'époque, c'était les grands stars, Gires Tigana, Battiston, Bossis, Fernandez, ils étaient ici en France, ils jouaient en France, à part Platini. Si la première année il était encore, après il est parti à la Juventus. Alors les grands vedettes, plus les vedettes comme Dieter Müller aussi, ou Reinders et Gernot Roy, il était à Bordeaux, mon adversaire. Et il y avait quand même vraiment les meilleurs de la France, les joueurs de France, ils étaient ici en France et ils remplissaient les stades. Maintenant, c'est des étrangers, il n'y a que Paris, il n'y a que Monaco, il n'y a que Lyon. Après, il y a un grand trou, comme en Allemagne. Il y a 4-5 équipes, ils jouent le titre et après le reste, bon, c'est pas un championnat équilibré comme à l'époque. Est-ce vrai que la vache qui rit a fait beaucoup pour ta renommée? Ouais. Tu peux nous raconter l'histoire? Ouais, parce qu'à l'époque, il y avait des photos Panini, j'ai entendu ça aussi des années après. Il y avait des photos Panini pour je sais plus, pour un championnat ou pour la Coupe du Monde, je sais pas. Et il y avait, dans les Panini, il n'y avait pas de photos de moi, mais dans les boîtes de vache qui rit, il y avait des photos, mais que de moi. Et je ne sais pas du tout comment ça s'est arrivé, aucune idée, mais j'ai entendu ça aussi quelques années après. Et c'est pour ça, voilà, quand les vaches qui rient, c'était un souvenir assez... Tu as gardé des souvenirs de ta carrière? Des maillots, ou pas du tout? Alors, des maillots, non. Déjà d'une, j'ai déménagé plusieurs fois, j'ai gardé en débat. Mais à l'époque, on ne pouvait pas garder les maillots parce qu'il y avait un jeu de maillots, il faut le rendre après le match. À part la Coupe de France, c'était sponsorisé par RTL et Calvasson, je crois. Et on avait toujours 2 jeux de maillots parce qu'il y avait encore les matchs aller-retour.
là, on pouvait garder un maillot ou changer avec l'adversaire. J'ai changé quelques maillots en Coupe de France. Bon, finalement, je ne sais même plus de qui j'avais ces maillots. Il n'y avait pas marqué des noms derrière comme aujourd'hui. Et finalement, après plusieurs déménagements, je les ai jetés tous escampés. Et d'autant plus, je ne pouvais pas le mettre, c'était près des corps à l'époque. Et bon, j'ai grossi un petit peu. Et non, j'ai gardé rien du tout, quoi, rien du tout. C'est du passé, c'était un bon... Des articles journaux, oui, ça oui. Ça je gardais. Déjà, mon père, il a commencé de tout jeune, de tout petit, il a coupé des journaux, mais c'est tout, mais pas de trucs particuliers. Et pour terminer cet entretien, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde d'Uwe Krause, l'ancien joueur? Oh, de l'ancien joueur, non, c'est pas trop important parce que il y a tellement de joueurs maintenant on admire et tout, c'est pas la question. J'aimerais bien laisser un bon souvenir de moi autant qu'homme, autant que personnalité, mais autant que joueur, bon. De toute façon, il y a toujours des pros et des contres. Alors, il y a des gens qui m'aimaient bien en tant que joueur. D'autres, ils disaient, bon, voilà quoi, c'était... Non, mais le plus important, c'est déjà, je laisse un bon souvenir en tant que Uwe Krause. Et icône lavalloise. Exactement. Ça, oui, là, je suis fier que là, je suis toujours reconnu comme avant-centre et meilleur buteur du stade. Tu n'as pas voulu venir voir récemment là, le dernier set Laval? J'étais pas là, je suis rentré que soit la veille ou le jour même et je savais même pas. Je savais même pas. Voilà. Bon ben ouais, ça a été un plaisir d'enfin t'avoir pour faire cet entretien. Ouais. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui se livre trop facilement non plus. Non, parce qu'on a tout dit déjà à l'époque, je crois. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y avait pas de nouveau. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Oui, je veux quitter la France, je veux retourner chez moi. Et voilà quoi. Mais après, voilà, il faut s'arrêter là parce qu'il y a plus important dans la vie. Merci beaucoup. Allez, et bon retour. Plaisir. Merci. Merci.